Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Je vous laisse vous installer. On est parti ensemble pour 2 journées intenses sur la durabilité. Donc, je voulais tout d'abord vraiment remercier chaleureusement les partenaires de cet événement qui contribuent à ce qu'on soit tous réunis aujourd'hui, notamment l'Académie du climat, le groupe parlementaire européen écologique, l'ADEME, la mairie de Paris, l'Info Durable et tous nos intervenants parce qu'ils seront très nombreux au cours de ces 2 jours, tant sur les conférences que sur les ateliers. J'y reviendrai. Donc, moi, je suis Laetitia Vasseur, la cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui est une association qui lutte contre l'obsolescence programmée, comme son nom l'indique, mais qui, plus que ça, fait tout pour que les produits soient plus durables, plus réparables, et ce, depuis 2015. On fédère aujourd'hui environ 60 000 personnes, et on est soutenu dans cette action à la fois par des experts et entouré d'acteurs du monde économique qui montrent qu'un autre modèle économique pour des produits durables, réparables, est possible et souhaitable. Et donc on y travaille vraiment de tout cœur. Et on a une envie à l'association HOP, c'est de changer le monde. Bon, voilà, c'est assez ambitieux et clairement c'est un beau rêve et en même temps il faut voir que cette action contre l'obsolescence programmée, elle est vraiment systémique et c'est aussi ça qui nous anime. Clairement, on a besoin d'allonger la durée de vie des produits pour avoir un impact significatif sur le climat. Il faut savoir que 80% de l'empreinte environnementale liée à notre consommation en général des produits, notamment comme les smartphones ou les tablettes, sont liées à la fabrication. D'où l'importance, dès lors qu'on a fabriqué un produit, de le faire durer le plus longtemps possible pour éviter de racheter du neuf et donc éviter d'avoir cette empreinte dès la conception, dès la fabrication, dès la distribution. Donc c'est vraiment là qu'il faut agir selon nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a seulement à peu près 10% des produits électriques et électroniques qui sont vraiment réparés une fois la garantie terminée. Donc ce n'est pas possible de continuer comme ça, il faut vraiment qu'on aille plus loin avec les réparateurs indépendants, avec tous les réparateurs. Et on a des mesures justement qui vont nous y aider. On a encore 23 kilos en moyenne de déchets électriques et électroniques par Français par an en moyenne. Et ça, c'est beaucoup trop, c'est un chiffre qui n'arrête pas de croître et c'est tout à fait insoutenable. Sans parler des impacts sociaux, puisque là, on est en pleine crise de l'inflation. Renouveler des produits qui sont conçus pour ne pas durer suffisamment, qui vont tomber en panne, ça va être un vrai souci pour notre portefeuille en tant que consommateur aussi. Et notre combat, il est aussi très social. Du coup, face à tous ces impacts, l'association HOP travaille vraiment de manière acharnée et on a obtenu de belles victoires dont on est fiers, que je voudrais vous partager, notamment le fait d'avoir obtenu un indice de réparabilité sur les produits, un indice de durabilité qui va arriver en 2024, mais aussi un fonds réparation qui va entrer en vigueur le 15 décembre. Donc tout ça, on s'est battu pour l'obtenir et on sera très vigilant à ce que ça soit bien mis en œuvre parce qu'une belle idée peut être vite dévoyée dans la réalité et se transformer en quelque chose de très décevant. Donc on a confiance dans les décideurs publics, dans les décideurs privés aussi qui seront là toute la journée et dans les citoyens pour avancer ensemble parce que c'est pas juste HOP qui va changer le monde mais c'est le fait d'être tous ensemble aujourd'hui et qu'on soit tous engagés pour cette durabilité, qu'on ait envie d'aller plus loin, qui peut vraiment faire des changements, j'en suis sûre, systémiques. Peut-être pas changer l'ensemble du monde, mais en tout cas avoir un impact environnemental et social vraiment significatif et positif. Donc je vous remercie vraiment d'être là, de vous engager avec nous. Si vous êtes là, c'est que vous avez au moins envie d'en savoir plus, de débattre, d'échanger, que vous agissez certainement au quotidien. Donc je voulais vous dire vraiment merci. Et voilà, vous décrire en quelques mots ces 2 journées rapidement. Donc, on aura de nombreuses conférences, une dizaine de conférences, il y a une dizaine d'ateliers. Donc, certes, cette salle est très belle et les débats vont être vraiment intéressants, mais je vous invite vraiment à descendre en bas à la pépinière, aller vous aérer, aller rencontrer les ateliers. C'est hyper intéressant sur la réparation, sur le recyclage, sur faire des choses comme les tawashi, des choses hyper sympas. Donc vraiment, allez-y, ça va vous donner un boost de bonne humeur et d'inspiration.
Et puis demain, on aura encore une journée plus grand public, donc revenez avec vos familles, c'est bienvenu et on aura encore des conférences extrêmement intéressantes et encore plus d'ateliers. Donc vraiment, je vous invite à suivre les 2 jours dans cette belle Académie du climat. Tout à l'heure, il y aura un buffet ici derrière qui est offert. Si vous reste un petit creux, vous aurez la buvette de l'Académie du climat. Et voilà, donc on aura 2 belles journées ensemble. Merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel. N'hésitez pas à suivre le Forum de la durabilité. Le programme est sur le site internet, donc vous pouvez avoir tout le détail. On a laissé quelques programmes affichés dans l'Académie, mais vous pouvez retrouver sur notre site. Et puis, voilà, n'hésitez pas à participer à cette journée, à poser vos questions. Il y aura des temps d'échange. Et puis, à nous soutenir, évidemment, si vous pensez que notre combat est utile, parce que vous êtes très utile en nous soutenant, en tout cas. C'est ensemble qu'on va vraiment faire bouger les choses. Donc, merci beaucoup. Merci à Madame Bérangère Couillard d'avoir accepté notre invitation, Florentin Letissier, l'Académie de nous recevoir, et à tous nos intervenants qui sont vraiment passionnants et de très haut niveau, que je remercie chaleureusement d'avoir répondu à notre appel. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. À demain aussi. Et puis, je laisse la parole à Madame la secrétaire d'État. Merci beaucoup, Madame la déléguée générale d'Europe. Je sais que vous représentez, Madame la directrice de l'Académie du climat, qui n'a pas pu être présente ce matin. Merci à vous, Monsieur le maire adjoint. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir ouvrir ce forum de la durabilité organisé par votre association, Halte à l'obsolescence programmée. En tant que secrétaire d'État à l'écologie, moi je suis évidemment très sensible au sujet que vous allez aborder pendant ces 2 journées dont vous avez donné un petit peu le format. Moi j'ai la volonté évidemment de transformer avec vous nos modes de consommation et de rendre notre économie plus circulaire et plus durable. Je veux d'ailleurs remercier l'association vraiment pour l'organisation des débats et pour son engagement sincère dans ce combat depuis plusieurs années. Nous en parlions ensemble tout à l'heure. Ça fait maintenant depuis 2016 que vous organisez des événements divers, sous différents formats, mais en tout cas, ils ont toujours lieu et vous avez de plus en plus de monde à s'inscrire, donc c'est toujours enthousiasmant. Je sais que chaque année, ce forum donc, est un véritable succès. Les idées que vous produisez tous ensemble sont toujours pertinentes et constructives. Et ce sont vos contributions qui rendent aussi notre action plus efficace. Et je veux vraiment vous en remercier personnellement. Alors, les ressources de notre planète sont de plus en plus limitées. Je ne vous apprends rien, mais il est parfois bon de le rappeler. Il ne s'agit plus d'une théorie ou d'une perspective. Nous nous rendons compte que nos modes de consommation et de production conduisent à une surexploitation des ressources de notre planète qui n'est plus tenable aujourd'hui. Ils participent au réchauffement climatique et impactent les écosystèmes de notre planète autant que la biodiversité. Pour plus de résilience, notre économie doit évoluer vers plus de sobriété dans l'utilisation de nos ressources. Pendant trop longtemps, la question de nos modes de consommation ne s'est pas posée. Les fabricants et les distributeurs ont d'ailleurs tout fait pour l'éviter. Pire, certains ont inventé de nouvelles stratégies pour nous pousser à toujours plus consommer. Vous avez été, par exemple, parmi les premiers à vous révolter contre l'obsolescence programmée, symbole de la surconsommation dans laquelle notre société a été entraînée. La loi reconnaît depuis 2015 le délit d'obsolescence programmée et nous devons quand même, globalement, repenser nos modes de production et de consommation. L'enjeu pour notre planète apparaît maintenant comme une évidence. Notre empreinte carbone est liée à notre consommation de produits neufs en France et elle est très importante. Elle ne se limite pas d'ailleurs à ce que nous produisons. Pour les produits numériques, par exemple, nous émettons indirectement 10 millions de tonnes de CO2, ce qui représente 3 fois le transport aérien français. Ce chiffre est en grande majorité lié à l'extraction des ressources et à la fabrication de ces produits, et ce, très souvent à l'étranger. Pour les produits textiles, c'est le même constat. Ce sont 20 millions de tonnes de CO2 que nous émettons par notre consommation,
Ce sont des textiles que nous importons en grande partie, que nous surconsommons et qui ont un impact considérable sur des pans entiers du climat et de la biodiversité. Nous devons, en quelque sorte, cesser de croire que le problème appartient aux pays producteurs. C'est aussi à nous d'agir. Donc, le gouvernement, il porte une politique ambitieuse pour répondre à ces enjeux. Pour avoir des résultats concrets, il nous faut tout d'abord allonger la durée de vie des produits. Nous devons ensuite être en capacité de les réparer, de leur donner une seconde vie avec le réemploi et de recycler les matériaux. En quelque sorte, le modèle extraire, produire, consommer, jeter doit progressivement devenir l'exception. Alors, par exemple, l'ADEME a calculé que les produits numériques reconditionnés génèrent un impact environnemental 3 à 4 fois plus faible que les produits neufs. Et un produit plus durable, facilement réparable ou reconditionné pour une nouvelle vie, c'est une économie pour la planète et pour le pouvoir d'achat. Je sais que c'est également ce modèle que vous portez et je sais pouvoir compter sur vous pour le défendre avec moi. Et pour parvenir à ces objectifs, vous l'avez abordé, il y a eu la loi AGEC en 2020, la loi Climat Résilience aussi en 2021. Et ces lois nous ont donné un grand nombre d'outils complémentaires que nous devons désormais déployer. Je pense aux obligations pour la conception des produits, aux incitations économiques pour les rendre plus durables, ou encore une information à destination des consommateurs qui est plus exigeante, qui est claire aussi et harmonisée. Et nos concitoyens, ils prennent conscience des changements qu'ils doivent réaliser dans leur quotidien et nous devons les aider aujourd'hui à faire des choix de consommateurs éclairés. Alors, ce travail législatif qui a été réalisé en 2019 et 2020, HOP y a largement contribué. Vous avez rappelé un certain nombre de mesures que vous avez poussées, notamment sur la durée de vie des produits, en suggérant des amendements pertinents et donc en participant à l'élaboration de ces lois. Et ces contributions, elles montrent qu'il est possible aussi d'avancer ensemble et de trouver des consensus. Et grâce aux acteurs de la société civile, nous portons une politique plus concrète. Je continuerai d'appliquer cette méthode et je souhaite évidemment continuer, comme beaucoup de mes prédécesseurs l'ont fait, mais je souhaite vraiment continuer à travailler en confiance avec vous. J'aimerais notamment revenir sur une de ces avancées. Pour mieux informer les consommateurs, nous avons créé et mis en place dès 2021 des indices de réparabilité pour plusieurs catégories de produits numériques et électroniques. Les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à gazon, encore les lave-vaisselle. C'est une mesure qui est très concrète parce qu'on sait que 8 Français sur 10 déclarent donc qu'ils prendront en compte dans leur futur achat ce critère. Mais vous m'avez alerté aussi sur le non-respect de cette obligation d'affichage. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'avec Olivia Grégoire, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, nous allons lancer, au courant de l'année prochaine, une enquête nationale de contrôle pour s'assurer justement que les entreprises appliquent bien ces nouvelles règles. Et je vous le dis très clairement, ceux qui ne respecteront pas la loi seront sanctionnés. Ces critères de réparabilité, nous allons les faire aussi évoluer vers des indices de durabilité dès 2023. Ils associeront les critères de robustesse et d'évolutivité, ce qui n'est pas simple à épeler, en plus de la réparabilité. Ces initiatives de la France sur la réparabilité et la durabilité des produits ont poussé l'Europe à suivre aussi cette ambition. Et c'est pourquoi le projet de règlement sur l'éco-conception des produits va permettre la création d'un indice européen de réparabilité. Alors même si évidemment le chemin est encore long, nous pouvons nous en féliciter. Et avec les autres pays membres de l'Union européenne, ce seront 450 millions d'Européens qui pourront consommer des produits plus durables. Pour atteindre nos objectifs, nous devons aussi pousser les producteurs à prendre leurs responsabilités. Et c'est justement ce que nous faisons avec les éco-organismes des filières REP. Il existe ainsi 3 leviers en particulier pour renforcer la durée de vie des produits et pour changer de modèle. Le premier levier à activer, ce sont les incitations économiques qui ont pour but de favoriser l'éco-conception des produits avec des bonus et des malus d'éco-contribution. Dès 2023, je souhaite que ces bonus-malus soient déployés et renforcés sur les critères de réparabilité et durabilité dans plusieurs filières.
La feuille de route 2023-2028 de la filière textile, que je validerai dans les prochaines semaines, comporte ainsi un bonus pour les textiles les plus durables. Un travail similaire sera organisé en 2023 pour la filière des produits électriques et électroniques. Le second levier, c'est la réparation des produits. Elle sera subventionnée pour réduire les coûts de la réparation et structurer un réseau de réparateurs labellisés partout en France. Dans les grandes villes, oui, mais aussi dans les territoires ruraux. D'ici quelques années, ce sont 230 millions d'euros par an qui seront consacrés au financement de la réparation des équipements électriques et électroniques, des articles de sport, des articles de bricolage, des jouets, des meubles ou encore des vêtements textiles. La première phase test des forfaits réparation moins chers pour les produits électriques et électroniques donc s'engage. Elle concerne les smartphones, les téléviseurs, les bouilloires, en bref, c'est l'électronique du quotidien. Et avec le ministre Christophe Béchu, nous serons très attentifs à son déploiement. De 300 points de réparation labellisés en décembre prochain, nous voulons atteindre les 10 000 d'ici quelques années. Le troisième levier, c'est le développement massif du réemploi et des produits reconditionnés. Ils sont bons évidemment pour l'environnement, aussi pour le pouvoir d'achat et aussi pour les emplois, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Et pour la filière des textiles, par exemple, c'est une enveloppe de 100 millions d'euros pour financer le développement du réemploi que j'ai souhaité mettre en place. Je veux conduire un travail similaire en 2023 pour la filière des meubles et des produits électriques et électroniques. En clair, on ne réussira pas la transition écologique sans repenser notre façon de produire et aussi de consommer. Et nous avons besoin de changer profondément nos habitudes. Je crois que les Français sont prêts et je crois que nous sommes prêts collectivement pour ça. L'État va prendre sa part et notre feuille de route, elle est claire et ambitieuse. Moi, je compte aussi évidemment sur vous et sur la société civile, bien sûr, dans son ensemble, pour garder cette exigence qui vous caractérise et pour continuer à nous alerter quand nous n'allons pas assez vite. Nous avons aussi besoin de vous pour continuer à innover et aussi pour sensibiliser nos concitoyens aux projets que nous portons. Donc déjà, je souhaite, avant de conclure, vous remercier encore chaleureusement pour votre invitation. Je vais vous souhaiter 2 excellentes journées de débat. Elles seront, j'en suis certaine, très animées et aussi très chaleureuses, parce que vous avez dit que c'était des moments aussi plus familiaux à partir de demain. Voilà, je vous remercie pour cette invitation, pour ce moment, et je vous souhaite 2 très belles journées de débat. Merci à vous. Je crois que monsieur le maire adjoint est invité à la tribune. Merci beaucoup. Madame la ministre, mesdames et messieurs, écoutez, je suis vraiment ravi moi aussi d'être ici parmi vous ce matin pour parler d'un sujet qui est au cœur de ce que je fais à la ville de Paris, puisque je suis adjoint en charge de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, et que c'est vraiment d'ailleurs une stratégie que l'on a de combiner fortement. Vous avez parlé, Madame la ministre, de l'économie sociale et solidaire, effectivement, la montée en puissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les filières de l'économie circulaire. Donc évidemment, dans le cadre de mes fonctions d'élu local, je suis amené tous les jours à parler, à intervenir sur des enjeux d'économie circulaire et puis à agir très concrètement. J'étais encore hier soir assez tard dans l'hémicycle du Conseil de Paris pour défendre des subventions pour des acteurs engagés sur ce sujet. Notamment, je vous annonce l'ouverture d'un grand magasin de plusieurs centaines de mètres carrés tenu par une structure de l'économie sociale et solidaire ici dans l'arrondissement Paris-Centre. Et je voudrais vraiment profiter de cet événement, évidemment, pour féliciter toute l'action de Hop. Voilà, vous êtes très engagés sur ces sujets depuis longtemps. Ça a été rappelé, toute l'action de plaidoyer que vous pouvez avoir, en particulier sur, évidemment, le sujet de l'obsolescence programmée, qui, en fait, conditionne quelque part toute la chaîne ensuite de l'économie circulaire, puisque quand on allonge la durée de vie des produits, on met en place après des réflexes qui visent à aller les faire réparer, à aller les réemployer, évidemment, les recycler. Donc je pense que c'est très important. Notre stratégie ici à Paris, elle est articulée autour de filières prioritaires. Vous en avez évoqué un certain nombre, Madame la Ministre.
On en a retenu en particulier 5. On veut vraiment le paquet pour accompagner en développement économique les acteurs de l'économie circulaire. La première, sans surprise, c'est la filière de la mode et du textile. À Paris, capitale historique de la mode, on a vraiment un enjeu qui est de prendre le virage de la mode durable. On a eu un événement il y a quelques semaines à la Tour Eiffel avec un collectif qui s'appelle Une autre mode est possible, où on a mis en avant des acteurs de la mode engagés qui proposent des vêtements upcyclés, comme on dit, ou surcyclés, qui proposent aussi de réfléchir davantage l'enjeu de la réparation des vêtements. Donc on a tout un écosystème ici de créateurs vraiment très dynamiques, beaucoup de jeunes qui viennent me voir à l'Hôtel de Ville chaque semaine pour proposer des solutions, pour voir comment est-ce que la ville de Paris pourrait les accompagner, et on les accompagne en financement, en recherche de locaux, évidemment en communication aussi, avec la force des réseaux sociaux de la ville de Paris. Autre filière prioritaire pour nous et qui est un enjeu pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, d'ailleurs un enjeu très important, c'est la filière de tout ce qu'on appelle les emballages réutilisables. Comment est-ce qu'on sort de tous ces plastiques jetables qui débordent de nos poubelles, qui polluent nos océans? Comment est-ce qu'on va de plus en plus vers des systèmes de consigne, notamment des systèmes de consigne pour réemploi? À Paris, c'est 15 tonnes par jour, rien que dans la vente à emporter d'emballages plastiques jetables qui sont jetés. On va avoir un événement majeur en 2024 avec beaucoup de gens qui vont venir pour voir des épreuves sportives. Si on n'a pas des solutions de contenants réutilisables dans la vente à emporter notamment, et sur les sites, en particulier les fan zones, comme on dit, on va aggraver ce problème de tous ces déchets. Et donc, là encore, la ville de Paris soutient les acteurs de la filière de la consigne pour réemploi, notamment à travers des appels à projets dédiés. On pourrait aussi parler de la filière du bâtiment. Là, on a des enjeux forts d'éco-conception. Comment est-ce qu'on construit différemment des bâtiments qui vont durer plus longtemps? Comment est-ce qu'on fait des chantiers zéro déchet? On va avoir des nouveaux métiers aussi, des gens qui sont des valoristes, qui vont aller sur les chantiers, qui vont repérer la diversité des matériaux pour les récupérer et les remettre après dans des filières de construction durable, avec aussi des enjeux de logistique, en mobilisant le fluvial, la Seine, en mobilisant la cyclo-logistique, donc la logistique douce. C'est des sujets qui nous occupent beaucoup. Et puis aussi une autre filière à laquelle je tiens, qui est important de mentionner, vous en avez parlé, Madame la Ministre, la filière des 3 E, comme on dit, électronique, électroménager, numérique, où là, on a un gisement absolument considérable, on le sait, partout en France, mais évidemment aussi à Paris, tous ces smartphones, tous ces ordinateurs qui sont parfois dans les tiroirs, qui sont plus utilisés et qui aujourd'hui doivent absolument être récupérés pour être revalorisés, pour être reconditionnés, parce que dans la majorité des cas, les études le montrent, ils sont largement encore valables pour être utilisés et pour que ce soit par des particuliers, des professionnels. L'État nous donne des outils. La loi AGEC, clairement, ça a été un formidable accélérateur en matière législative. Nous, on pousse pour que d'autres sujets toujours soient pris en compte. Je vous donne un exemple très simple. En tant que collectivité locale, nous n'avons pas la possibilité de donner, je pense par exemple à nos ordinateurs, nos appareils numériques, nous n'avons pas la possibilité de les donner quand on souhaite renouveler notre flotte d'appareils électroniques. On ne peut pas donner nos anciens appareils, par exemple, à des associations ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont travailler au réemploi, à la réparation, au recyclage. Parce que voilà, le cadre juridique est fait ainsi. Donc ça, typiquement, ce sont des choses qu'il faudrait qu'on travaille, parce que dans une ville comme Paris, inutile de vous dire que rien que sur l'administration parisienne, la quantité qu'on a d'appareils qu'on pourrait justement donner pour qu'ils repartent dans des boucles d'économie circulaire, c'est absolument considérable. Et puis sur les enjeux de consigne que je mentionnais tout à l'heure, sur tous les enjeux d'emballage réutilisable, il faudrait peut-être aller plus loin en matière d'obligation, de dire que voilà, en fait, on ne devrait plus pouvoir proposer un certain nombre d'emballages qui sont jetables, et donc peut-être franchir un cran supplémentaire, même si la loi AGEC a déjà avancé en ce sens. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voudrais dire un dernier mot pour l'Académie du climat, parce que j'y viens, je pense, toutes les semaines. Je ne compte plus le nombre d'événements qui se déroulent ici sur les sujets de l'écologie. C'est clairement devenu, l'Académie du climat, le lieu majeur justement de tous ces sujets où on sensibilise, on parle au grand public, et ça c'est très important. Vous en avez parlé, Madame la Ministre, dans votre intervention. On a besoin que ce soit un sujet grand public, on a besoin que les porteurs de projets trouvent des lieux aussi où travailler, trouvent des espaces où organiser des événements.
Et typiquement, l'Académie du Climat remplit fortement ce rôle. C'est un équipement qui a été vraiment voulu par la maire de Paris. Et à chaque fois que j'y viens, à chaque fois que je vois le nombre de personnes qui sont là et qui y travaillent, je me dis que vraiment c'était une très bonne idée. Donc longue vie à l'Académie du Climat. Et puis vous trouverez toujours la ville de Paris évidemment aux côtés de tous les acteurs engagés contre l'obsolescence programmée et plus largement pour promouvoir l'économie circulaire. Voilà, très bon événement à toutes et tous. Merci. Merci. Tu as tout dit, Madame la Ministre, pardon. Tu as absolument tout dit. Non, moi, je voulais juste rappeler que c'était un lieu ouvert, qui a ouvert il y a 1 an. Et quand on dit ouvert, c'est-à-dire ouvert à vos propositions, à vos actions. C'est un lieu où il se passe toujours quelque chose. On sort là d'une quinzaine autour de la COP, mais on va attaquer là, pas mal de sujets autour de l'économie et de l'entreprise au mois de décembre. On a un site. Sur ce site, vous pouvez proposer vos événements. Et après, on analyse tout ça. Et je voulais particulièrement remercier Laetitia et l'équipe de Halte à l'obsolescence programmée, avec qui on travaille depuis plusieurs mois sur ce rendez-vous. C'est plutôt eux qui travaillent et qui nous ont proposé vraiment là un événement de qualité parce qu'il y a 7 journées professionnelles et toujours nous, dans l'objectif, s'adresser aux Parisiennes et aux Parisiens et au-delà aux Franciliens. Demain, une journée plus familiale, en tout cas plus ouverte sur ces questions, avec des conférences un peu pointues quand même. Donc voilà, merci beaucoup à vous et bon travail.